Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Magisterium. L'émission de ce jour sera un peu plus longue qu'à l'habitude car aujourd'hui nous allons nous attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire aux fumigations d'encens, de plantes, d'huile, de sécrétions animales et autres parfums qui constituent de véritables clés en magie pratique. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. L'usage des parfums en fumigation, c'est-à-dire principalement des plantes, commença avec les premiers hommes qui ont maîtrisé l'art de faire du feu. Ils découvrirent rapidement que certains bois, certaines feuilles, ou que des racines et des résines et même des substances animales produisaient des senteurs plus ou moins fortes ou plus ou moins agréables lorsqu'elles étaient brûlées ou chauffées. L'usage des fumigations se répandit sur tous les continents. L'homme apprit avec le temps les vertus de ces fumigations, soit à but médicinal, soit pour parfumer ou assainir. Et bien sûr, ils en découvrirent les vertus magiques et leur usage en religion. Très vite, les encens ont eu un caractère divin et sacré. Puis arrivèrent l'époque des premiers échanges commerciaux entre les peuples. Et avec eux, les plantes et résines provenant de toutes parts, disposées sur des étals ou à même le sol. Ces plantes, résines et autres se vendirent ou s'échangèrent d'abord sur les marchés, puis dans des échoppes. C'est là aussi que s'échangèrent tout au long des siècles les connaissances sur les plantes et autres encens entre les marchands, les prêtres, les druides, ainsi qu'avec les mages et les sorciers. Avec le temps, le commerce des parfums est devenu florissant et prospère. Une grande partie des encens provenait d'Arabie, d'autres arrivaient de Chine ou encore des Indes. L'usage des encens s'est généralisé partout, que ce soit en Orient ou en Occident. On en a même retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, où plusieurs récipients contenant des huiles et des essences ont conservé leur parfum après plus de 3000 ans. Les Égyptiens, dans leurs pratiques funéraires, utilisaient de la myrrhe et d'autres encens pour parfumer les corps embaumés. À partir du IVe siècle, l'empereur Théodose, avec le soutien du pape Damas Ier, proclame le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Et il interdit tous les autres cultes. Par la suite, avec le développement en Europe du catholicisme et de son totalitarisme, une coupe franche fut faite par l'Église dans les encens. Il ne faut pas oublier que les fumigations d'encens et autres parfums ont été grandement utilisées en magie et sorcellerie, et dans les cultes considérés comme hérétiques. L'usage de l'encens tel que la myrrhe ou le libanum et quelques autres fut réservé majoritairement à l'Église. Quant aux usages des encens ou plantes médicinales, ils étaient pratiqués par des moines ou des nonnes, ou bien encore par des sages-femmes et certains apothicaires du moment qu'ils répondaient aux exigences cléricales de l'époque. Mais revenons-en à nos encens et nos plantes. Ils peuvent se présenter sous forme de poudre, de résine en grains, de résine en morceaux, de pâtes plus ou moins dures, de bouts de bois, de feuilles, de fleurs, de racines, de sécrétions animales ou humaines, d'huile, et autres liquides plus ou moins fluides. Voyons maintenant l'usage des encens d'un point de vue technique, pourquoi et comment ça marche. L'objectif des encens en magie pratique est de modifier, pour un temps donné, dans un espace plus ou moins grand, le champ d'énergie ambiant, que nous appellerons champ éthérique.
pour le mettre au diapason ou en accord avec telle ou telle opération de magie en modifiant le champ vibratoire d'un lieu, pour l'accorder aux forces cosmiques, astrales ou autres, ou, comme le disaient les anciens, pour le mettre en sympathie, en résonance avec une ou plusieurs entités planétaires dans des buts divers et variés. Il existe une quantité considérable d'encens et de mélanges qui offrent une vaste gamme de particularités pour chacun. Tous les encens issus des plantes ou autres sont sous l'influence d'une et parfois de plusieurs planètes dominantes. La plupart des grimoires ne citent que la principale et très rarement les planètes secondaires qui ont aussi leur importance. Il est essentiel de savoir qu'un même encens ou une même plante peut servir dans des opérations de magie totalement différentes. Chaque planète exerce une influence dans des proportions et un ordre qui varient pour chaque encens ou pour chaque plante, ce qui donne un grand éventail de vertus et de particularités employables en magie selon qu'ils soient utilisés seuls ou en mélange et selon les protocoles, le matériel utilisé et les actes de magie à accomplir. Aucune plante ou encens, quel qu'il soit, n'a qu'une seule planète pour influence, ni qu'un seul élément ou qu'une seule vertu. Dans notre système solaire, à part notre Terre, il y a 7 influences planétaires primordiales si l'on considère la Lune comme une planète, bien que celle-ci soit un satellite. Elles ont toutes une influence majeure sur notre Terre et sur tout ce qu'elle contient. Ces influences sont permanentes à des degrés et des combinaisons diverses, et selon des périodes précises en tenant compte de leur déplacement et de celui de notre Terre autour du Soleil. Les encens de magie peuvent être utilisés seuls ou bien combinés. Par exemple, lors d'un rite financier avec invocation, on peut commencer le rite, c'est-à-dire ouvrir le rite, avec de la myrrhe, poursuivre avec du benjoin, puis remercier et clôturer le rite avec de la manne. D'autres préparations d'encens sont faites avant les opérations de magie, comme certaines poudres ou encens spécial ou bien encore des mélanges classiques que l'on peut trouver dans les commerces spécialisés tels que le Bethléem, le Jérusalem ou l'encens des mages. Ces mélanges peuvent être réalisés avec les bonnes recettes par les pratiquants eux-mêmes, ce qui est nettement meilleur. Pour ce qui est de l'usage des encens en extérieur, pour l'adepte en magie pratique qui agit généralement seul, à part dans certains rituels et certaines opérations de magie qui le précisent, l'usage d'encens en extérieur est généralement peu efficace, à moins d'en brûler en grande quantité dans plusieurs encensoirs de grande taille, comme cela se faisait dans les temps anciens. De plus, pour obtenir une densité suffisante, les anciens ajoutaient sur les lits de charbons ardents des plantes fraîches ou d'autres matières fumigènes compatibles avec leur rite, souvent dans des cercles de pierre à même le sol ou dans de grands encensoirs dans lesquels étaient rajoutés, le cas échéant, d'autres résines, poudres, etc. Cela se faisait principalement en magie religieuse, dans de vastes temples ou à ciel ouvert. De nos jours, à part quelques assemblées néo-païennes telles que la Wicca, qui pratiquent en groupe des cérémonies et autres rituels de plein air, ces rites, bien qu'attrayants, sont plus ou moins symboliques et relèvent davantage du folklore que de la magie opérative telle que la théurgie. Leurs résultats, s'ils en obtiennent, tiennent généralement plus du lieu d'opération, du nombre de participants qui conjuguent dans un objectif commun leur énergie et leur volonté. Les grandes fumigations en extérieur n'ont plus tellement cours de nos jours. Elles sont devenues plus discrètes et plus modestes, mais par cela même moins efficaces.
Dans la plupart des grimoires actuels, voire plus anciens, les quantités, les bons encens, les lieux d'opération, le matériel, etc. sont rarement exacts, complets ou détaillés. Pour certains, ils ne sont même pas mentionnés. C'est ce que doit apprendre l'apprenti magicien ou magicienne. C'est donc ce que vous allez apprendre ici pour les fumigations. Comme je l'ai déjà dit, la plupart des anciens grimoires de magie opérative sont incomplets et piégés. C'est pour cela qu'il faut toujours tout vérifier et contrôler, et notamment les encens. La quantité d'encens, à part celle mentionnée, est souvent dépendante du lieu d'opération, de son volume et de l'acte de magie à accomplir. C'est là la partie délicate car elle fait appel à la sensibilité et à l'expérience du mage ou de la magicienne. Avec trop d'encens, vous ne verrez plus le bout de vos doigts. Et en plus, vous allez suffoquer. Avec trop peu, vous n'obtiendrez pas la densité ni la charge suffisante pour modifier le champ d'énergie ambiant de votre lieu d'opération. Toutefois, l'air ambiant doit rester respirable, mais il doit être chargé de molécules d'encens. La densité de l'air du lieu d'opération ressemble un peu à une pièce enfumée par du tabac. L'air ambiant devient plus ou moins opaque. À ceci se rajoute la charge éthérique qui augmente et change au fur et à mesure que l'encens emplit le lieu d'opération et de la progression des rites, invocations ou autres formes de magie. Quand ces deux conditions sont réunies, et qu'elles sont bonnes, à savoir la densité et la charge, votre fumigation est réussie. À partir de ce stade, et si toutes les autres conditions sont respectées, vos rituels, vos invocations et autres magies doivent réussir. Et même, des apparitions peuvent avoir lieu dans la densité ambiante des encens lors des invocations. Au début, les novices ont un peu de mal avec les fumigations. Certains encens peuvent dégager beaucoup de fumée ou une très forte odeur. Quelques-uns sont âcres, piquants, entêtants, voire irritants. À haute dose, certains peuvent occasionner des troubles respiratoires passagers, comme paradoxalement le bain-joint qui est un remède naturel contre diverses affections respiratoires. D'autres peuvent engendrer des maux de tête, irriter la gorge et les yeux. C'est pourquoi les novices doivent tester leurs encens avant de les préparer pour être utilisés en magie. Ils doivent y aller progressivement et apprendre à doser correctement et ne pas trop charger leur encensoir lors de leurs premières utilisations. Il faudra aussi vous assurer que vous n'êtes pas allergique à telle ou telle plante ou encens. Le cas échéant, vous pourrez remplacer l'encens, la plante, etc. par tout autre ayant des propriétés similaires. Toutefois, ces désagréments passent assez rapidement avec la pratique et l'habitude. Dans certains ouvrages comme L'usage des poudres et encens de Jean-Luc Carrado, préconise de laisser une fenêtre entrouverte. Pour ma part, je ne suis pas favorable à laisser des fenêtres ou des portes entrouvertes pour plusieurs raisons. La première concerne l'étanchéité des lieux d'opération. Quand vous travaillez, ces lieux doivent être fermés, surtout s'il y a invocation. La seconde concerne les pertes. Beaucoup de rites avec invocation et autres formes de magie demandent une charge éthérique et une densité suffisante pour que cela fonctionne. Ce que vous n'obtiendrez jamais avec des vents coulis dans vos lieux d'opération. Cela peut occasionner des désagréments au début, mais on n'a rien sans rien. Vous pourrez toujours, après avoir clôturé votre office, ouvrir en grand la fenêtre pour aérer la pièce.
Cela ne prendra que quelques minutes pour évacuer la fumée et dissiper la charge. Nous voici arrivés aux différents types d'encens et leur usage. Nous commencerons par les encens d'ambiance. Ils se présentent principalement sous forme de bâtonnets ou de petits cônes. On peut en trouver dans les supermarchés ou dans d'autres commerces. Ils sont rarement de bonne qualité et sont souvent composés de résines et de parfums plus ou moins synthétiques. Ils n'ont pas grand intérêt ou influence en magie. Toutefois, si vous avez des opérations en cours, il vaut mieux proscrire ceux qui sont de meilleure qualité à base de résine naturelle. Là, il pourrait y avoir une incidence sur votre travail en cours. Les fumigations d'encens, d'huile, de plantes et autres parfums destinés et préparés pour la pratique de la magie, sous toutes ces formes, ne doivent jamais être utilisés pour autre chose que pour la magie, et à ce qui s'y rapporte. Ils doivent toujours être utilisés uniquement lors des travaux de magie, comme la confection de dagides et autres objets et outils, pour les rites et rituels, pour des incantations, des invocations, des conjurations et des adjurations, ou même pour accompagner une simple prière. Ils peuvent aussi, pour certains d'entre eux, être utilisés pour la lecture et l'étude des grimoires. Pour les mages et magiciennes, les encens de magie ou encens nobles sont des clés qui leur permettent d'agir sur leur esprit, de modifier le champ vibratoire d'un lieu, d'ouvrir des portes, d'utiliser des énergies et d'entrer en contact avec des entités. Un usage inconsidéré et profane des encens nobles reviendrait à créer des brèches. Ce serait comme ouvrir la porte de son logis à tous les vents, et n'importe quoi ou n'importe qui pourrait y entrer. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils sont orientés au cours d'une invocation, lors d'une opération de magie et même avec les encens adéquats pour appuyer une simple prière ou encore pour le travail sur soi, l'étude des grimoires ou en méditation. À ceci, j'ajouterai que tout encens ou mélange consacré à une entité ou un rituel particulier ne doit jamais être utilisé pour autre chose sous peine de retour de flamme et d'échec. C'est là une règle incontournable, et ceci pour plusieurs raisons. La première est que quand un magicien ou une magicienne est parvenu à déverrouiller par la magie certaines portes et qu'il ou elle est entré en contact avec certaines forces ou certaines entités, un lien se crée entre le magicien ou la magicienne et ses forces, ces lieux et les entités qui s'y trouvent. Ces dernières réagissent aux encens en présence de l'initié lorsqu'elles ont été contactées par des opérations de magie. Pour ceux ou celles qui y sont parvenus, qui ont fait évoluer leur conscience, leur esprit jusque-là, les choses changent. Et ce qui était autrefois sans conséquence ne l'est plus. La seconde raison est que ces encens, ces plantes et autres sont préparés pour être utilisés en magie, ce qui leur confère des propriétés particulières. Leur usage profane est considéré comme sacrilège et maudit. Leur utilisation à titre récréatif ou autre fait perdre aux encens leur efficacité pour l'apprenti magicien ou magicienne. De plus, et c'est en ça que réside la malédiction, l'usage des encens nobles à mauvais escient pollue l'apprenti magicien ou magicienne.
Cela fait échouer leurs opérations de magie et provoque des retours de flammes. Cela crée le plus souvent de la malchance, des pertes de toutes sortes, voire des accidents. Et même cela peut créer des ouvertures qui peuvent laisser passer toutes sortes de choses perturbantes et inopportunes, telles que des coques, des larves astrales ou encore de mettre les imprudents sous de mauvaises influences. Une fois que le mal est fait, il est difficile de se débarrasser de ces parasites ou de rompre ces connexions indésirables. La seconde règle est que tout encens ou mélange consacré à une entité ou un rituel particulier ne doit jamais être utilisé pour autre chose que ce pourquoi ou qui cet encens, cette plante ou ce mélange a été destiné, sous peine de fausser tout résultat, et de se prendre des retours de flamme, et de rendre les rites ou autres opérations liées à ces encens, plantes ou mélanges potentiellement dangereux et inopérationnels. La troisième règle, qui maintenant doit vous être connue, est de ne jamais laisser aucun philistin et autres indésirables toucher vos encens et en général tous vos instruments et produits de magie, qui doivent être enfermés sous clé dans votre occultum ou dans votre meuble de magie. La quatrième règle, qui est primordiale et essentielle, si vous voulez que ce que vous entreprenez en magie réussisse, est de toujours vous procurer des produits de qualité, d'en connaître la provenance et surtout de bien identifier ce que vous achetez. Il y a beaucoup d'encens sur le marché actuel, dont les appellations sont mensongères ou erronées, ou encore des encens dénaturés ou de très mauvaise qualité, ou des mélanges fumeux pour telle ou telle chose. Il n'est pas rare qu'on veuille nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Soyez toujours vigilants avec ce que vous achetez, même avec les vendeurs que vous connaissez, car ils peuvent changer de fournisseur sans pour autant vous en avertir. Pour vos préparations, je vous recommande d'acheter des produits de base de qualité et de faire vous-même vos compositions. Si vous faites vous-même la cueillette de vos plantes, respectez bien les bonnes saisons, les bonnes périodes et les lunaisons. Utilisez un panier en osier ou en toute autre matière neutre et évitez les matières plastiques à cause de la sève qui pourrait dégrader certains plastiques et polluer vos plantes. Faites sécher votre récolte sur un plateau en verre ou en bois. Ne le faites pas sur un plateau en matière plastique pour les mêmes raisons, et encore moins en métal. De même, coupez vos plantes avec un couteau à lame céramique qui sera neutre plutôt qu'un opinel à lame carbone ou inox. Stockez vos plantes dans un pot en verre à l'abri de la lumière ou en terre cuite et utilisez de préférence des bouchons en liège. Tout ceci peut vous paraître du détail, mais c'est souvent les petits détails qui déterminent la réussite ou l'échec de ce que vous entreprenez en magie, surtout pour les novices. Il faut prendre les bonnes habitudes dès le commencement pour ne pas échouer. Ici, j'ai tenté de vous donner le plus d'indications possible en un minimum de temps pour vous faciliter la réussite de vos opérations de magie. Bien sûr, dans le commerce des encens et des plantes, vous aurez du mal à trouver des produits qui répondent à tous les critères et il faut souvent se contenter de ce que l'on peut trouver de mieux. D'où l'importance de bien préparer vos produits pour les employer en magie. En ce qui concerne les encens et parfums à base de sang, de sécrétion ou de toute autre partie animale, je les mentionne ici à titre d'information. Ces encens et autres ne servent en général qu'à la Goétie.
aux envoûtements et aux maléfices les plus détestables, ainsi qu'au pacte avec des entités ténébreuses, au satanisme et en démonologie. Ici, je n'en dirai pas plus sur ces fumigations douteuses. Nous arrivons maintenant à la préparation des encens et autres parfums. Tous les encens, les huiles et les plantes que vous utiliserez en magie, et cela est une règle essentielle, pour être totalement opérationnels, doivent être absolument dépollués par un exorcisme convenable et faire l'objet d'une consécration globale aux auspices des vertus qui leur sont propres. Ou encore, faire l'objet d'une consécration spécifique pour un rituel ou une entité particulière. Et dans ce cas, si ce sont des opérations ponctuelles ou uniques, n'en faites pas des pleines marmites, mais juste la quantité qu'il vous faudra. Vous trouverez dans les grimoires des exorcismes et des consécrations pour vos encens. Avec l'expérience, vous pourrez les adapter à vos croyances et à votre personnalité. C'est là ce que font les vrais magiciens et magiciennes. Ils savent les adapter, cela fait partie de leur initiation. Si vous faites vos poudres vous-même, utilisez toujours pour broyer vos encens et vos plantes un mortier et un pilon en pierre, en verre ou en céramique. Ces outils sont neutres et ne pollueront donc pas vos préparations. De plus, ils seront plus faciles à entretenir. Ou bien, utilisez un mortier et un pilon en bois, mais moins facile à nettoyer avec les résines. Là encore, n'utilisez jamais de mortier et de pilon en métal pour faire vos poudres. Passons maintenant aux encens pour la méditation, l'étude des grimoires et le travail sur soi. Vous pouvez utiliser certains encens de magie pour les trans, pour travailler sur vous, pour la méditation ainsi que pour l'étude des grimoires. Mais attention, car toutes les plantes et encens ne s'y prêtent pas forcément. De plus, si vous avez ouvert un rituel qui n'est pas encore clôturé, c'est-à-dire par exemple qui se déroule sur plusieurs semaines, assurez-vous que le tout soit bien en harmonie et qu'il n'y ait aucune interférence. D'autre part, faites toujours ce genre de travail au sein de votre sanctuaire, là où vous êtes sûr d'être tranquille et protégé. Personnellement, pour ce type de travail, je préfère utiliser d'autres encens naturels de qualité sous forme de bâtonnets ou de petits cônes comme certains encens tibétains. Ces encens donneront d'excellents résultats. Toutefois, prenez garde à leur composition, car certains se rapprochent beaucoup de ceux que vous pourriez utiliser en magie. Voyons maintenant les différents types de combustion entre les encens en grains, les poudres, ceux en pâte et les huiles. Les encens en poudre, et notamment quand ils résultent d'une composition de plusieurs résines, et les poudres de plantes conviennent très bien à des encensoirs à ciel ouvert. Avec ce type d'encensoir, les poudres se diffusent plus rapidement et de manière homogène dans vos lieux d'opération. Mais elles se consument très vite, comparées aux encens en grains, en morceaux ou en pâte, qui conviennent mieux aux encensoirs à chambre close. Quant aux huiles, elles peuvent être utilisées avec les deux. Mais quand elles sont utilisées seules, elles conviennent bien mieux au brûle-parfum. Passons maintenant aux différents usages des plantes, huiles et encens en magie. Les plantes, huiles et encens peuvent être utilisés dans diverses pratiques telles que les offrandes, pour remercier et clôturer un rite, pour obtenir une aide ou une grâce, pour les exorcismes, les consécrations, pour les rites de nettoyage et de purification d'objets et de lieux, pour les évocations,
les convocations, les incantations et invocations diverses, ainsi que pour les rites de protection, pour les bénédictions, les exécrations et pour encore bien d'autres choses. Ces encens ou plantes peuvent aussi servir pour faire des encres, des colles ou des vernis utilisables en magie. Dans un domaine plus sombre, beaucoup d'encens et de plantes, et comme je l'ai dit, de sécrétions animales ou humaines, peuvent être facilement employés en démonologie pour des pactes, des incantations et invocations d'entités malfaisantes, pour des envoûtements de toutes sortes, pour les sorts, les malédictions et autres maléfices dans les rites d'ensorcellement, d'emprise ou de satanisme. Toute médaille a deux facettes. Toute chose a son contraire, et les encens n'y font pas exception. Certains peuvent servir indifféremment pour de bonnes choses comme pour de mauvaises. D'autres peuvent être pervertis et leur vertu inversée, ce qui se fait couramment dans l'accomplissement de rites sataniques ou en démonologie. Ceci dit, certains encens ou plantes se prêtent mal à ce type de pratique, tels que le basilic, le sang de dragon, la fumeterre, le galbanum, le millepertuis, la sarsaparille, la gomme ammoniaque, le camphre véritable, l'ail ou encore l'aza fétida. Ils sont dits démonofuges, c'est-à-dire qu'ils servent à lutter contre les démons et autres bestioles, ainsi que contre les mages noirs, les envoûteurs et leurs maléfices et tout ce qui s'y rattache. Certains de ces encens ou de ces plantes sont très puissants. S'ils sont trop fortement dosés, ils ne manqueront pas non plus de vous sortir de votre lieu de travail. C'est pourquoi je vous conseille de les tester à petite dose au sein de votre sanctuaire avant de les préparer pour être utilisés en magie. Cela vous donnera une idée du dosage lors de vos opérations. Ces plantes et encens s'utilisent rarement seuls. Ils font presque toujours l'objet d'une composition selon le travail à accomplir ou les forces à combattre, ce qui évite qu'il y ait des brèches, qu'ils soient pervertis ou qu'ils soient détournés lors des rites par les forces opposées. Toutefois, les désenvoûtements de personnes lourdement atteintes ou les exorcismes d'objets ou de lieux trop fortement infectés, les emprises et autres possessions par entité relèvent de la haute magie et dépendent d'une certaine catégorie bien particulière de magistes qui ne font pratiquement que ça. Tous les magistes n'ont pas la puissance, les capacités ou les compétences pour faire ce type de travail. Bien que la plupart des magiciens et magiciennes acquièrent des notions et des capacités pour se défendre, et même parfois pour aider d'autres personnes à se débarrasser de lémures, de coqs ou de larves astrales et autres petites bêtes, ou de briser quelques sorts et envoûtements mineurs, il n'en va pas de même avec des entités plus puissantes. Et même si vous réussissez à remporter une victoire sur l'une d'entre elles, elles ou l'un des leurs ne manqueront pas de vous rendre l'appareil. Car si avant, ils ne prêtaient pas attention à vous jusque-là, ça ne sera plus le cas. Pour eux, vous deviendrez au mieux une gêne, au pire une menace, qu'ils tenteront d'éliminer. Ils sont tenaces, rancuniers, et ils guetteront tous vos points
et moments de faiblesse. Il est toujours dangereux de servir de bouclier pour protéger autrui. C'est ce qui se passe dans ce genre d'affaires. Vous et les vôtres risquez de subir des attaques à répétition. C'est pourquoi je déconseille fortement aux novices et aux mages non expérimentés et à ceux qui ne sont pas destinés à ces pratiques bien particulières d'aller tirer la queue de ces grosses bêtes. J'ajouterai à ceci, comme je l'ai déjà dit, que lutter contre les forces obscures telles que les démons et autres entités malfaisantes est réservé à une caste de magistes bien spéciale. Quant aux femmes, et oui mesdames, vous n'êtes pas faites pour ce genre de pratique. À part quelques rares exceptions qui sont toujours appuyées par de puissantes entités guerrières, cela se finit toujours mal. Alors mesdames, n'allez pas vous lancer dans ce genre de croisade. La petite astuce du jour, elle consiste à charger ou recharger vos encens, plantes et autres juste avant votre opération de magie, avec votre magnétisme personnel ou avec un pendule émetteur, toujours en matière neutre ou en rapport avec votre encens, comme un pendule en quartz rose ou en cuivre pour de l'encens de Lourdes ou de la poudre de pois de senteur, dont la planète dominante est Vénus. Ceci pour une opération de séduction et plus si affinité. Bien, à présent je vais vous parler de quelques livres sur les encens et les plantes qui font autorité en la matière, et d'autres qui peuvent vous aider et compléter vos connaissances. Je commencerai tout d'abord par le traité des encens et des condensateurs fluidiques de M. Vincent Lauvergne. Je vous invite vivement à vous le procurer. Je considère qu'il est actuellement le meilleur ouvrage sur le sujet. Vous trouverez dans ce livre des informations sur les plantes et encens, leur usage et les influences planétaires et les éléments qui s'y rapportent. Vous y trouverez une grande variété d'encens et de plantes. Des chapitres sur les résines, les bois, les racines, les graines, les feuilles, les fleurs et les fruits, et sur les compositions de plantes et d'encens diverses. Des planches et des tableaux récapitulatifs, ainsi que pas mal d'autres choses. Et, cerise sur le gâteau, des adresses où vous procurez des produits de qualité. Malheureusement, ce livre a été édité avant le blackout du Covid, qui a entraîné la fermeture de bien des commerces. Il se peut que certaines de ces officines n'y aient pas survécu. Le second livre est de M. Jean-Luc Carado, avec son ouvrage sur l'usage des poudres et encens en magie et théurgie. Ce livre contient diverses correspondances, des recettes et des compositions, un chapitre sur les encens composés provenant du commerce, un autre sur les compositions classiques, un sur les plantes, poudres et résines traditionnelles, etc. C'est aussi un excellent ouvrage que je peux vous conseiller. Le troisième livre que je peux aussi vous conseiller est l'Encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Ce troisième livre se rapporte plus aux plantes et à leurs usages divers tels que les bains, les potions, les sachets à porter sur soi, qu'aux fumigations. Ceci dit, les vertus des plantes ne changent guère, si ce n'est qu'en fumigation, elles servent davantage en rituels et invocations et pour de multiples opérations de magie pratique. Vous pouvez les utiliser avec votre encensoir, qu'elles soient sous forme de plantes sèches ou fraîches, de résine, de pâte ou encore comme des huiles sur votre brûle-parfum. Le quatrième livre
dont je vous ai déjà parlé dans une précédente émission, est le formulaire de haute magie de PVPiob. Avec sa classification planétaire des plantes, le symbolisme des végétaux, l'attribution rituelique des plantes, etc. Voici 4 livres qui se complètent très bien et desquels vous pourrez tirer de solides connaissances. Et pour ceux qui diffèrent ou les opposent, ce sera à vous de faire vos propres investigations. Nous voilà arrivés à la fin de cette trop courte émission, car il y aurait encore beaucoup à dire sur les fumigations. Mais j'espère avoir pu éclairer un peu vos lanternes sur ce sujet et vous avoir apporté le plus de détails et de connaissances possibles dans ce petit cours. Ma prochaine émission, pour compléter celle-ci, portera sur les encensoirs et le matériel qui va avec. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fumigations. À très bientôt.